Bonjour chers étudiants. Aujourd'hui, nous allons voir la philosophie de Platon un peu plus en détail. On a fait une petite présentation brève sur la philosophie de Platon. Déjà, maintenant, aujourd'hui, on va vraiment regarder ça avec un document PowerPoint. Donc, faut savoir avant de parler de Platon qu'il a eu quelques maîtres, entre autres Pythagore. Je ne parlerai pas de Pythagore comme tel, vous le connaissez en tant que mathématicien probablement pour son fameux théorème. Pythagore est celui aussi qui est connu pour avoir établi la mathématique derrière la musique. Pythagore s'intéressait beaucoup à l'ordre des choses, à l'ordre cosmique, etc. Il faisait un peu de la science, on peut dire, là. Un mathématicien aussi. Pythagore, qui avait aussi une pensée proche de ce qu'on pourrait appeler la pensée religieuse, là, qui a pu influencer Platon avec des idées, par exemple, comme celle-ci, celle qui dit que l'âme et le corps seraient, disons, deux substances différentes. On retrouve ça, entre autres, là, chez Pythagore, on va retrouver ça chez Platon. Mais évidemment, Platon, son maître le plus important, c'est Socrate. Socrate, c'est un être particulier. On ne fera pas son histoire comme telle en détail, mais on peut juste dire que Socrate, si on résume un peu sa vie, c'est un Athénien, un citoyen athénien, qui, au fond, est allé faire un pèlerinage à Delphes, comme la plupart des Athéniens faisaient. Ils croyaient religion grecque, et puis il y avait des pèlerinages à cette époque-là. Et lorsqu'il est arrivé dans le temple dans le temple d'Apollon, la Pythie, là, qui est au fin de compte c'était une femme qui était en transe et qui disait des vérités aux gens à réfléchir. Et elle a dit à Socrate, tu es le plus sage des hommes. Socrate est retourné à Athènes et il a testé un peu cette connaissance-là en interrogeant ses concitoyens, parmi les plus puissants d'ailleurs, sur leurs croyances, etc., leur mode de vie. Et ça n'a pas plu à tout le monde. Et la démocratie athénienne le mit à mort. Je vous conseille vivement de lire un jour, si vous vous intéressez au personnage, pas l'allégorie, qu'est-ce que je dis? L'apologie de Socrate. L'apologie de Socrate, qui est un texte extrêmement intéressant, où Socrate se défend, en fin de compte, devant les juges qui le condamnent. Et Socrate va finalement être condamné à mort, il va avoir la chance de s'enfuir, il va refuser, et là il y a beaucoup de dialogues sur qu'est-ce qu'il aurait dit avant la mort. Et ce qui est assez merveilleux, c'est que Socrate, il est toujours un peu, comme on dirait, clairvoyant, quoi. En tout cas, le personnage qu'on connaît là, à travers les lettres de Platon, là, les dialogues de Platon, on voit que c'est un être qui a l'air assez éveillé, si on peut dire, hein, dans une genre de méditation, là, où il voit très clair, très lucide. Okay? Et qu'est-ce qu'il amène, Socrate? Il a amené beaucoup de choses. On va regarder qu'il y a certaines des idées qu'on lui prête, là, actuellement, mais et qui vont être conservées par Platon. Mais par rapport à Socrate, une des choses qu'il a découvert, c'est que au fond, il a découvert sa propre ignorance. Là, je vais vous parler d'un paradoxe assez étrange dans l'humanité. Un paradoxe qui existe encore aujourd'hui, vraiment. Bon, c'est que, au fait, pour reconnaître la sagesse chez quelqu'un, faut être, d'une certaine façon, soi-même un peu sage. C'est-à-dire que si on n'a aucune sagesse, on ne reconnaîtra pas la sagesse chez un sage. C'est comme ça. Cependant, on ne peut pas devenir vraiment sage si on n'est pas à l'écoute et ouvert à la sagesse des autres. Et donc, la première sagesse, c'est de reconnaître qu'on n'a pas la sagesse. Et donc, de se mettre à l'écoute de la sagesse, par exemple, des anciens, des philosophes ou des gens qui ont réfléchi assez longtemps pour avoir développé leur sagesse. Il n'y a pas plus ignorant que celui qui ignore sa propre bêtise. Et ce que va faire Socrate, grosso modo, c'est de mettre ça en évidence chez certains de ses
concitoyens. Okay? Parmi les idées importantes que Socrate, on croit qu'il a amenées, d'une certaine façon, dans l'histoire, premièrement, c'est la distinction entre la connaissance rationnelle comme telle et la simple opinion. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que toutes les opinions ne se valent pas, n'est-ce pas? Il y a des opinions qui ne sont pas conformes à la vérité. Et ça, c'est un gros problème, même encore aujourd'hui, hein, où il y a des gens qui disent, ben, chacun a ses opinions, tout le monde a ses opinions, il y a des opinions. Oui, mais il y a des opinions. Il y a des opinions farfelues, il y a des opinions qui ne tiennent pas la route, il y a des opinions qui, non plus, ne sont pas conformes aux faits, je veux dire, tout simplement, là. Et donc, Socrate, c'est un peu celui qui va débusquer l'illusion, si on peut dire, par le dialogue et par les questions qu'il va poser. Ensuite, Socrate a affirmé, paraîtrait-il, parce qu'il n'y a rien écrit, Socrate, hein, on connaît juste à travers les œuvres de Platon, essentiellement. Là, okay? Puis les historiens de la pensée parlent de lui aussi, les historiens grecs, là, comme Diogène Laërce, mettons. Socrate va dire, par exemple, qu'une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Alors pour lui, il faut réfléchir au sens de la vie, en réalité, à l'éthique. Il faut réfléchir à qui on est. Connais-toi toi-même, hein, qui était un peu une maxime très connue à l'époque, hein, parce que c'était c'est une maxime d'Apollon, si on peut dire. Les temples d'Apollon étaient souvent, il y avait l'écriteau, là, connais-toi toi-même. Donc, connais-toi toi-même, ça devient aussi un peu la maxime des philosophes, hein, d'une certaine façon. Et Platon aussi part à la recherche de soi. Mais le soi qui recherche Platon, comme Socrate, c'est pas le soi psychologique, là, je dirais, l'individu dans ce qu'il a de particulier, mais qui suis-je en tant qu'être humain, en grande partie. Donc, on recherche davantage en philosophie l'universel. On peut dire que la particularité. Ça comme ça. Okay? Et l'examen de soi, l'examen de ses opinions, l'examen de son mode de vie est là pour s'assurer que le soi est bien connu, mais qu'il va aussi dans la bonne direction. Donc, il a une vie bonne, une vie éthique. Et c'est ce que Socrate amène de nouveau en philosophie, c'est vraiment la question du bien dans la recherche philosophique. La recherche du bien, la recherche d'une vie bonne. OK? Et ça, on est dans l'Antiquité. Hein, donc, Socrate va mourir. Là, on est à peu près 500, 400 avant Jésus-Christ. Là, okay? Donc, 300, je pense que Socrate, si je ne me trompe pas, il s'est fait tuer 399 avant Jésus-Christ. J'aurais dû mettre la date. Là, enfin. OK. Donc, en fait, compte, l'ignorance est l'unique cause du mal. OK, on continue dans l'ordre. Là. Le bonheur s'atteint par la réflexion rationnelle. Donc, ça, c'est une autre affaire. Hein. Si tu veux, dans la tragédie grecque, vous avez peut-être déjà entendu parler des tragédies grecques, là, Sophocle, mettons, enfin. On voit souvent des actes de démesure. Donc, et la démesure mène les gens dans la tragédie, c'est-à-dire à des destins qui ne sont pas aimés des dieux, ou enfin, ils vivent du malheur. Et Socrate, inspiré quand même par la mythologie de son époque, hein, va dire que, au fond, si les gens ne sont pas heureux, c'est parce qu'ils ne réfléchissent pas suffisamment. Il n'y a pas suffisamment de réflexion rationnelle derrière leur comportement. OK? Et il va même affirmer, et on va voir cette idée-là chez Platon un peu plus en détail, que la seule cause du mal, ça serait l'ignorance du bien. Et que si les gens connaissaient le bien, nécessairement ils feraient le bien. Parce que, d'une certaine manière, lorsqu'on connaît le bien, on l'aime. Okay, là, on va voir comment ça se fait qu'on peut croire ça. Qu'est-ce qu'on entend par connaître le bien? Connaître le bien, ce serait une expérience. Et donc, si on connaît le bien par expérience, on ne veut pas autre chose que le bien. Okay? Et donc, celui qui fait le mal, c'est parce qu'il ignore le bien. C'est un peu un raisonnement complexe, d'une certaine façon à comprendre, parce que c'est contre-intuitif. Hein? On va dire, ben là, il y a du monde qui savent que c'est mal, mais qui le font. Mais est-ce qu'ils connaissent vraiment le bien? C'est quoi connaître le bien? On va en reparler de ça avec Platon tout à l'heure. OK? Dans l'apologie de Socrate, Socrate défend une idée très intéressante, c'est que ce qui est à craindre pour l'être humain, d'abord et avant tout, ce n'est pas la mort ou la souffrance, mais le mal, de faire le mal. Et que la prudence, pour Socrate, la grande prudence de l'homme,
c'est de reconnaître qu'il ne sait pas ce qu'il y a après la mort. Et qu'il y a peut-être une autre vie après la mort, ou il y a peut-être le néant après la mort. Mais puisqu'on ne le sait pas, ce qu'on devrait craindre davantage, c'est le mal. Et c'est un argument intéressant quand même, là, parce que Socrate va dire, si jamais il n'y a rien, ben, la mort n'est pas à craindre, parce que le rien n'est pas à craindre. S'il y a quelque chose après la mort, ben la mort n'est pas à craindre pour l'homme de bien, parce que l'homme de bien, la personne qui a fait le bien, devrait avoir un jugement favorable des dieux. On peut dire ça comme ça. Mais la personne qui a fait le mal, et faire le mal, c'est une corruption de notre âme. Ça, c'est une idée qu'on va retrouver chez Platon, qu'on retrouvait aussi chez Pythagore, et qu'on retrouve dans plusieurs religions. C'est quelque chose de vraisemblable dans la vie, là, que le fait de faire le mal corrompt notre âme. Okay? Et donc, on doit rechercher le bien, parce que si on est immortel, notre âme va rester corrompue. Okay? En philosophie, quand on s'interroge là, sur la vie, la mort, là, la mort, qu'est-ce qui suit la mort, on est toujours devant notre ignorance. On ne sait pas. Okay? Et la philosophie, je vous l'ai dit, c'est de reconnaître en grande partie ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas. Et là, ben, on ne le sait pas, qu'est-ce qu'il y a après la mort. Puis ça ne nous empêche pas de réfléchir et de dire, ouais, mais il y a pas mal deux choses possibles. Tu sais, c'est comme, soit il y a quelque chose après la mort, soit il n'y a rien. Et s'il y a quelque chose, on est bien mieux de vivre dans le bien. Et si on vit dans le bien, si on fait le bien pendant cette vie, on va être heureux pendant cette vie. Puis s'il y a quelque chose après la mort, on va être bien encore. Okay? Donc, le grand danger dans l'existence, ça serait de faire le mal, de commettre l'injustice. Et donc, la pire chose qu'un être humain peut faire pour Socrate, c'est de commettre l'injustice. Et Platon va reprendre cette thèse-là. OK? Le je sais que je ne sais pas, il est très intéressant. Parce que c'est ça qui nous permet de partir à la recherche de la vérité. C'est un point de départ. Dire, ben là, je ne sais pas. Qu'est-ce que je ne sais pas? Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Donc, je vais partir à la recherche. Je vais essayer de trouver des preuves. Et là, ben, partir à la recherche de la vérité, c'est prendre le chemin d'une recherche. Méthodos, en grec, méthode vient de méthodos, qui veut dire chemin. Le chemin d'une quête de vérité. Et cette quête de vérité, cette recherche de vérité à travers notre propre raison, on pourrait dire, les grandes règles de cette recherche-là, le premier à les avoir mis en place, c'est vraiment Socrate. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est un peu le père de la philosophie. Vraiment parce qu'il est mort pour ses idées, en disant, moi, je n'arrêterai pas de penser puis de réfléchir. Là. C'est ça, un être humain. C'est un être qui réfléchit, qui pense par lui-même. Mais aussi la méthode, c'est-à-dire qu'il part à la recherche de la vérité, pas en pensant que c'est tout, mais dans le dialogue avec ses contemporains, puis il examine ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, les contradictions que ça nous amène, certaines croyances, donc il a une logique là, impeccable, là. Donc il regarde, si on croit ça, qu'est-ce qu'il s'ensuit, qu'est-ce que ça présuppose, est-ce qu'on est cohérent, etc. Et c'est le premier à faire ce qu'on appelle la méthode par définition, ce que je vous demande de faire dans ce cours et qu'on fait encore en sciences. C'est-à-dire de définir correctement les concepts. Nous, ça va de soi, là, les définitions. On dit, ben oui, c'est sûr, il faut définir. Mais c'était pas comme ça, là, dans l'Antiquité grecque, là, quand on recherchait pas la vérité, donc on n'avait pas pensé à faire des définitions qui étaient rationnelles. Et c'est ce qu'on va commencer à faire. On va commencer à chercher la vérité par argumentation. Et Aristote va dire, par exemple, aussi, là, dans une de ses œuvres, je pense dans la métaphysique, il parle de Socrate, il va dire, Socrate, c'est le premier aussi à avoir, le premier empiriste, c'est-à-dire le premier à avoir dit, il faut consulter les faits pour trouver la vérité. Bon, ça a l'air simple, mais ça a l'air simple, mais il y a beaucoup de gens encore qui le font pas, là, tu sais, qui consultent Internet, mais ils ne consultent pas trop loin, là. Quand on prétend la vérité, il faut tout le temps qu'on examine, est-ce que les faits, finalement, s'accordent avec ce qu'on dit, oui ou non. Et ça, c'est l'empirisme. Donc, l'empirisme de Socrate, il est là. Socrate, lorsqu'il fait une recherche, il dit, oui, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que les faits concordent avec ça, oui ou non? Okay? Et donc, ça, c'est très, très, très intéressant. Si on va à Platon, il y a d'autres choses pour lesquelles Platon est connu. Là, on va le regarder de façon un petit peu plus précise tout à l'heure. Première des choses, vous connaissez, vous avez peut-être déjà entendu parler de l'allégorie de la caverne. Ça, c'est assez connu, l'allégorie de la caverne. On va en parler tout à l'heure. Hein. C'est un peu une allégorie qui parle du processus
philosophique, hein, de la quête philosophique. On commence par être dans nos sens, il faut qu'on retourne notre intelligence vers notre âme vers l'intelligence. Il faut qu'on sorte de l'apparence pour trouver les idées. Et après ça, on peut connaître l'idée de bien qui est l'équivalent de Dieu. Okay? C'est un petit peu ça, l'allégorie de la caverne. On va en parler un petit peu plus loin. Platon, pour lui, c'est toujours la connaissance du bien qui reste la plus essentielle. Donc, dans l'allégorie de la caverne, à la fin du processus philosophique, la sagesse, c'est de connaître le bien. Donc, la philosophie est la recherche de la sagesse constante. Mais l'objectif, c'est d'arriver à connaître le bien. Et cette connaissance-là, elle se fait uniquement par une expérience directe. Et lorsque on est dans le mal, qu'est-ce que c'est? Le mal n'existe pas, n'a pas d'existence propre, selon Platon. Le mal n'est que l'absence du bien. Et on va voir que pour Platon, c'est le bien, ultimement, qui donne l'être aux choses. Le bien serait comme l'équivalent de Dieu, si on peut dire. Donc, un peu comme quand on parle de la noirceur, qu'est-ce que c'est? C'est l'absence de lumière. Là, la lumière est, et elle permet de rendre visibles les choses. Et lorsqu'il n'y a pas de lumière, ben, il y a de la noirceur. Mais c'est une absence, la noirceur. Pour Platon, le mal serait un peu comme ça. Hein? C'est-à-dire que le mal, mettons dans l'âme humaine, c'est une absence de bien. Et donc, personne ne pourrait désirer de ne pas être bien. C'est pour ça qu'il reprend cette idée-là de Socrate que l'ignorance est l'unique cause du mal. Pourquoi? Parce qu'au fond, on ne peut connaître le bien qu'en faisant une expérience directe. Et faire l'expérience du bien pour Platon, c'est comme un peu faire l'expérience de Dieu, de la beauté ultime, de la vérité ultime, du bien ultime, ce qui remplit l'âme et qui lui donne une plénitude absolue. Donc évidemment, pour Platon, quand tu connais le bien de cette façon-là, par expérience, tu ne veux pas le mal. Et donc, la personne qui fait des crimes ou la personne injuste, c'est parce qu'elle n'a pas connu le bien. Qui peut connaître le bien? Tout le monde peut connaître le bien, mais personne ne peut connaître le bien à ta place. La connaissance du bien pour Platon, il faut comprendre que ce n'est pas qu'intellectuel. On connaît le bien avec toute notre âme. On va voir comment on peut arriver à connaître le bien tout à l'heure. Mais toute l'éducation pour Platon devrait être axée sur la connaissance du bien, ultimement. Elle devrait être orientée par la connaissance du bien et permettre aux êtres humains de devenir de bons êtres humains, si on peut dire, et donc des êtres humains heureux. Okay. Et qu'est-ce que le bien pour l'être humain? Grosso modo, on va voir que c'est la justice. Okay? La justice de l'âme. Pour un être humain, être bien, être un bon être humain, ça serait d'avoir une âme juste. On va voir qu'est-ce que ça signifie. Ça, si vous vous souvenez que c'est une des 4 vertus cardinales, la justice. C'est la plus essentielle pour Platon parce qu'elle concerne l'âme entière de l'être humain et non pas une de ses parties. On va dire ça comme ça pour l'instant. Et le pire mal, donc ce qu'il faut craindre par-dessus tout, ce serait d'avoir une âme injuste, donc une âme corrompue. Okay? Platon, lui, est un peu plus affirmatif que Socrate, c'est-à-dire qu'il croit que l'âme est immortelle. Et il va dire pourquoi? Parce que c'est clair pour Platon que l'âme et le corps sont 2 principes ou 2 réalités distinctes. On va voir un petit peu pourquoi. Parce que une des raisons de tout ça, c'est que la corruption du corps, qui mène à la mort, par exemple, n'entraîne pas nécessairement la corruption de l'âme comme telle. Okay? La corruption de l'âme, qui est au fond le fait d'avoir des vices, d'être injuste, de manquer de sagesse, d'être intempérant, d'être lâche, de manquer de vertu, de qualité morale. Cette corruption-là de l'âme ne mène pas à une corruption instantanée du corps. C'est-à-dire qu'on peut être très injuste et avoir un corps en santé. Et on peut aussi, inversement, être extrêmement juste et mourir. Quoi. C'est comme ça. Là. Et là, ben, ça voudrait dire peut-être que l'âme reste saine après la mort. Si elle est distincte. Hein? Ce n'est pas le même principe. Là. On va voir ça. Finalement, la politique est à la santé de l'âme, ce que la médecine est à la santé du corps. C'est un peu étrange. Quelle politique parle Platon? La politique de l'État? Oui, un peu. Mais pour Platon, la première politique, c'est la politique qui nous permet de nous gouverner nous-mêmes.
Être libre, c'est se gouverner soi-même. Et donc, ça prend une politique interne, une politique à l'intérieur de l'âme. Ça, c'est la politique de l'âme. Et c'est cette politique-là qui doit instaurer dans l'âme la justice. Et puis une âme saine, une âme en santé, une âme heureuse, c'est une âme juste. Et seules les âmes justes peuvent connaître le bien. Il n'y a que les âmes justes qui peuvent connaître le bien. Les âmes injustes ne peuvent pas connaître le bien. Okay. On va aller un petit peu dans le détail là, de la pensée platonicienne. Première des choses, on part par le début. Là, on a regardé là, généralement. Bon, tout ça. Là, on y va un petit peu de façon un petit peu plus ordonnée, si on peut dire. Qu'est-ce qu'il y a au début? Qu'est-ce qui étonne Platon? C'est l'ordre et la beauté, et la bonté et la vérité. L'être humain, comparativement aux autres espèces, il est capable de faire des évaluations. Il est capable d'évaluer la beauté, la vérité, le bien. Donc, la beauté des êtres, la vérité des discours, la bonté des actions, etc. Et ça suppose qu'il a un principe en lui capable d'évaluer, qui est la raison, n'est-ce pas? Donc, l'étonnement, c'est devant le bien et le beau. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre le bien, le beau et le vrai? C'est qu'il y a toujours quelque chose comme une harmonie, une mesure. Par exemple, une belle musique, ben, faut quand même que tes instruments soient accordés. Il faut qu'il y ait une harmonie, un ordre. Plusieurs musiciens qui jouent, ben, s'ils jouent ensemble, il faut qu'ils jouent ensemble, hein, qu'il y ait la même partition. Hein. Puis là, s'il y a une mesure, puis une harmonie, un ordre, ça devient beau. C'est pas la cacophonie ou le désordre. Et c'est un peu vrai comme ça aussi dans les discours. Quoi. Les discours sont vrais lorsqu'ils suivent un certain ordre. Et l'univers lui-même est ordonné. Et d'une certaine façon, la connaissance, c'est de découvrir l'ordre de l'univers. Donc, Platon va essayer de découvrir l'ordre de l'univers. Et cet ordre-là, il est mathématisable. Il est compréhensible à l'aide des mathématiques. Pour Platon, cet univers-là, il est ordonné par la raison. Ça, c'est très populaire là, dans la Grèce antique de dire que les stoïciens vont croire ça, Aristote aussi, qu'il y a un logos là, qui ordonne, on pourrait dire, la nature, c'est-à-dire une intelligence. La nature, elle est ordonnée, donc elle possède sa propre intelligence, on peut dire. Okay? On peut comprendre la nature parce qu'elle est réglée selon des lois mathématiques et qu'elle obéit, on pourrait dire, à des ordres. Chaque, mettons, espèce, on pourrait dire, là, chaque être a son ordre propre, a sa nature propre. Donc, il y a comme une organisation à l'intérieur de chaque être qui est sa nature elle-même, n'est-ce pas? OK? Et donc, l'être humain, lui, ce qu'il y a de particulier, c'est que non seulement il est ordonné par la nature elle-même, par l'ordre de la nature, on a une nature, et notre nature, on n'est pas autre chose qu'un être humain, on est un être humain, mais qu'en plus, dans cette nature-là, nous, on possède la raison. Ça, c'est assez spécial, c'est que c'est comme la raison qui ordonne la nature, donc notre propre nature, mais qu'en plus, nous, on a la raison. Et donc, ça nous rend libres, ça nous rend libres et ça nous rend responsables. Puis ça nous rend des êtres assez distincts des autres, parce que nous, les êtres humains, on est capable de connaître le bien. Et c'est ça notre destination la plus élevée, la plus haute. C'est-à-dire que si on veut dire c'est quoi le sens de la vie pour Platon, c'est de connaître le bien. Et comment est-ce qu'on peut connaître le bien? En devenant un âme juste. Puisqu'on ne connaît le bien que par expérience, mais l'expérience globale du bien, mais il faut être soi-même bien, il faut être soi-même juste. Donc, si l'être humain peut correspondre à sa nature, à son modèle, à son idéal, il va lui-même être beau. Il va avoir une beauté dans cet être humain-là. Il va être bon, puis il va être vrai. C'est intéressant. Être véritablement lui-même. Qu'est-ce que ça signifie? Être véritablement soi-même. Pour Platon, c'est être conforme à sa nature. Puis c'est quoi notre nature? Ben, c'est être conforme un peu au modèle qui a présidé à notre création. OK? Quel est ce modèle-là? Ça va être un modèle de justice. On va le voir. Qu'est-ce que le bien? Bon, on veut connaître le bien, c'est quoi le bien? C'est une question très difficile, hein, parce que le bien pour un cheval, le bien pour un être humain, le bien pour lui, le bien pour l'autre. Platon n'est pas un relativiste, pas du tout. Là, il ne pense pas que le bien dépend de l'opinion des gens, pas du tout. On peut répondre que le bien pour chaque être, OK,
c'est quoi? Ça serait d'être bon, d'être beau. Ben, beau, bon ou vrai. Être véritablement ce qu'on est. Donc, on pourrait même dire qu'il y a un vrai cercle, un bon cercle, un beau cercle. Ça serait un cercle qui est un vrai cercle. C'est-à-dire qu'il y a les caractéristiques d'un cercle. Fait que, mettons, pour chaque être particulier, c'est-à-dire qu'il y a une nature, là, comme un être humain, ça a une nature. Moi, j'ai la nature humaine. Bon. Puis donc, j'ai une certaine unité, ce qui est lié à ma nature. Tu sais, je suis un être entier. Okay. Il y a une organisation logique à l'intérieur de moi. Là, j'obéis. Ma nature, elle n'est pas complètement chaotique. Ben, le bien, ça va consister, pour moi, pour un être humain, de participer le plus possible au modèle idéal qui va définir mon essence et ma perfection propre. Et ce modèle idéal-là, c'est le même pour moi que pour vous. Pourquoi? Parce qu'on a la même nature, on est deux êtres humains. Okay? Donc, on a, comme humanité, un même modèle. On n'est pas des chevaux, on n'est pas des cercles, on n'est pas des arbres. Donc, on a une même nature, malgré nos différences. Nos différences, somme toute, entre les êtres humains. Là, dans notre monde aujourd'hui, là, on parle toujours des différences, on est de la diversité. Bon, c'est beau, la diversité, là, mais ultimement, ce qui est intéressant, c'est ce qui nous unit comme humanité. Là. C'est pas ce qui nous divise. Hein? C'est ce qui nous unit. Qu'est-ce qui nous unit? Bon, on a une même nature. Essentiellement, là, une nature identique. Là. C'est quoi cette nature-là? On obéit à un certain modèle. Okay? Comme un cercle, on va le voir. Bon. Il y aurait une idée de l'être humain, à partir de laquelle chaque être humain correspond plus ou moins. Puis cette idée-là, c'est comme un idéal. Fait que là, on va parler des idées de Platon. Là, le mot idée chez Platon, il y a un sens très particulier. C'est pas comme « Ah, j'ai une idée. » Non, c'est pas ça. Une idée, là, ça existe avant que tu la penses. L'idée du cercle, elle existe avant que nous, on pense l'idée du cercle. Bon. Les idées, ce ne sont pas des conceptions ou des représentations typiquement humaines. Elles existent avant qu'on les pense. C'est elles, ces idées-là, qui ordonnent le cosmos. Si, par exemple, l'idée du cercle n'est plus l'idée du cercle, le cosmos serait complètement l'univers, serait complètement différent. Le cosmos, c'est quoi? C'est l'univers en tant qu'il est ordonné. Imaginez que l'espace ne se divise plus de la même façon, ou que les lois de la combustion ne sont plus les mêmes. Il y a des règles dans l'univers, et ces règles-là, elles ne changent pas. Le changement est impossible sans cet ordre cosmique, mais les règles du changement, elles, sont stables. Oui. Hein? Il y a des choses qui changent. Moi, je change. Mais les règles qui président, par exemple, à mon vieillissement, le fait, par exemple, que je vais mourir dans la vie, ça ne change pas ça. Hein? Même si moi, je change, puis je m'en vais vers la mort. Bon. Il y a des règles dans l'univers qui ne changent pas. OK? Et il y aurait des idées qui ne changent pas, comme l'idée du cercle, puis une fois que tu l'as découvert, elle ne change pas. Elle est toujours la même. Hein? Tout le temps. Puis elle est la même, puis ça dépasse les cultures. Okay? Donc, il y aurait des idées qui ont un sens éternel, c'est-à-dire qui ne changent pas, mais qui peuvent se réaliser plus ou moins, comme par exemple l'idée de justice, une idée très importante dans les sociétés. On essaie de la réaliser, par exemple, en partageant la richesse, en partageant, en ayant des droits équivalents dans nos sociétés, mais c'est jamais accompli parfaitement. Mais où est-ce qu'elle est? L'idée de justice, elle n'est accessible que par notre intelligence. Là. Elle n'existe pas, on pourrait dire, dans le monde des sens. Elle existe dans le monde de l'intelligence, puis on a à la comprendre, à la construire, à la saisir. On ne peut pas dire n'importe quoi. L'égalité mathématique, je veux dire, c'est pas toi qui inventes ça, là. Tu le découvres. Ça va être la même chose pour le sens de la vie. Tu ne l'inventes pas, le sens de la vie. Il est là, il existe, il est inscrit dans le monde. Il est inscrit dans le cosmos. Être un être humain, c'est cheminer vers quelque chose. Puis c'est cheminer vers le bonheur. Puis ce qui donne le bonheur, ça va être la justice. Puis être juste, ça va être en accord avec notre nature. Avec notre modèle. Un être humain qui se rapproche de sa perfection, c'est un être humain qui a une âme juste. On va le voir. Donc l'idée, c'est le modèle qui définit l'essence et la perfection de tout ce que l'humain peut juger, apprécier et connaître. Et donc, nous, il y a une idée aussi qui est derrière l'être humain. On va voir c'est quelle. L'idée de l'humanité va être liée, son essence, sa perfection, ça va être dans son âme, puis ça va être une âme juste. L'humain, lorsqu'il est
qui se rapproche de la perfection de l'humanité, il devient juste. Mais il n'atteint jamais parfaitement cette perfection-là. Parce qu'il est dans le mouvement, il est tout ça à la contingente. Mais il peut s'en rapprocher. C'est ça, être idéaliste, comme Platon l'est. C'est de dire, OK, ben, il y a des idéaux qu'on peut penser. Si on pense, par exemple, une société idéale, on n'arrivera pas à dire, ben, ça prend des esclaves. On va dire, non, ça prend une sorte d'égalité. Bon, mais là, il faut essayer de l'accomplir après cet idéal-là. Donc, si on comprend bien, c'est qu'il y a deux mondes là, chez Platon. Bon, le monde sensible, le monde intelligible. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, c'est très, très connu, cette idée-là. Le monde intelligible, c'est le monde des choses qui sont permanentes. Par exemple, les lois de la mathématique, là, 2 plus 2, ça fait 4, c'est assez permanent, ça. Okay? C'est pas pour changer. Le monde sensible, c'est le monde qui est accessible par nos sens, et lui qui est impermanent. Les choses, même si on ont de l'air stable, ils sont toujours en changement, tout le temps en évolution. Ce qu'on voit avec nos sens, tout change. C'est l'impermanence totale, l'évanescence, les choses naissent et meurent. Génération, corruption. C'est le monde le monde intelligible, le monde qui nous permet de connaître. Connaître, c'est ce qui reste vrai malgré le changement. Donc, les lois du changement et non pas ce qui change comme tel. Mais on ne peut connaître ce qui change qu'en connaissant les lois du changement. Comme on ne peut connaître l'humanité qui, elle, change. Mettons, Simon Baudouin, je ne peux me connaître moi comme individu qu'en connaissant ce qui ne change pas comme tel. Vous comprenez, ça a l'air un peu étrange. Mais par exemple, on ne peut pas connaître la nature sans connaître d'abord les lois de la mathématique, comprendre la nature sans connaître les lois de la mathématique. Et même s'il y a des changements dans la nature qu'on comprend à l'aide des mathématiques, les mathématiques, elles, ne changent pas. Vous comprenez un peu cette idée-là? Donc, dans le monde intelligible, il y a les mathématiques. Okay? Pour Platon, il y a plus d'êtres dans le monde intelligible que dans le monde sensible. Pourquoi? Parce que ce qui est, c'est ce qui perdure. Moi, si je meurs, l'être cosmique ne change pas, là. Parce que moi, je suis un peu dans le monde sensible, là. Mais si les lois cosmiques changent, si les règles, les idées, les lois mathématiques changent, si tout à coup 2 plus 2, ça fait plus 4, tout change. Et donc, c'est ça qui est fondamentalement. Ce qui est, c'est ce qui dure, ce qui est immuable, ce qui toujours est, indépendamment des choses qui changent, et qui va rendre possible notre compréhension des choses qui changent. Tu ne peux pas comprendre le changement sans le comprendre à partir de ce qui ne change pas. Et ça, ben, c'est l'intelligence. Ce qu'on est capable de connaître par l'intelligence. Mais on a tendance à être toujours dans le monde sensible, dans ce qui change. Non, c'est quoi qui ne change pas? Les mathématiques et les idées, c'est des choses qui ne changent pas. Pour Platon, Christ toujours. Et ça, c'était accessible uniquement par la raison, par l'âme rationnelle. C'est par notre âme rationnelle qu'on peut comprendre ce qui ne change pas. OK? Le monde sensible, c'est le contraire. C'est le monde qui est accessible par nos sens. Vous me voyez présentement, ça bouge, vous regardez. Être juste dans le monde sensible, c'est rien comprendre. On ne comprend pas uniquement par nos sens. Là. Non. Ça ne marche pas. OK, donc, ce qui est les corps matériels, les images sont dans le monde sensible, ils sont dans le devenir, ils sont dans la contingence. Contingence, c'est le contraire de la... Ça pourrait ne pas être. Simon Baudouin, comme être individuel, il pourrait ne pas être. Le monde ne serait pas fondamentalement différent. Ce chapeau, s'il n'était pas là, le monde ne serait pas différent. Mais les lois mathématiques, si elles n'étaient pas les mêmes, wow, là, tout serait différent. Si l'être humain, par exemple, tout à coup, dans sa nature, il n'y avait pas la liberté, il ne serait pas un être humain. Tout serait différent. Si l'être humain, tout à coup, n'avait plus la raison, wow! Si l'être humain, tout à coup, n'avait plus de désir, tout à coup, d'un coup, là, dans la nature humaine, plus de désir, ben, t'es plus un être humain. T'es autre chose. OK, donc, comprendre la nature des êtres, c'est comprendre ce qui est toujours identique dans ces êtres-là. Okay? Mais les êtres particuliers, comme moi, vous, l'arbre qui est dans ma cour, eux, ils pourraient ne pas être là. Ça ne changerait pas la nature du monde. C'est l'apparence, il y a beaucoup moins d'êtres dans le monde. Sensible. Si vous voulez prendre une petite pause, vous pouvez toujours mettre sur pause, évidemment, parce que on envoie de la matière dans cette vidéo-là. Là. C'est une vidéo que vous pouvez regarder en 2 fois, si vous voulez. Okay? Moi, je vais continuer. Okay?
Normalement, dans mes cours en présentiel, comme on dit, là, ben, dans mes cours en présentiel, normalement, là, donc, on faisait une pause, parce que là, ça fait déjà beaucoup. La participation. Comment devenir plus parfait? Il faut participer. Là, je vais vous faire des petits dessins. OK? Normalement, ça va marcher. Bon, je vais vous décider des cercles. Oh mon Dieu, que c'est pas génial, n'est-ce pas? Bon, OK. Ces cercles-là ne sont pas super. Comment vous faites pour ça? Le plus beau, là, c'est lui. Bon, ouais, pas celui en dedans, là. Oh, non, je suis pas capable. Tabarouette. En tout cas, lui, pas pire. Bon. Parce que j'essaie de faire des cercles, pas super. Mais les cercles que vous voyez sont tous plus ou moins laids, là, présentement. Mais ils sont là. Puis lui, oh, il est plus laid là, que lui, mettons. Comment vous faites pour le savoir? C'est parce que vous avez une idée du cercle. Bon, là, je vais les enlever. Vous avez une idée du cercle, vous êtes capable de noter les cercles comme lui, mettons, il vaut 50%. Pas sûr qu'il y ait un cercle qui passe là-dedans. Là. Au tableau, je les faisais plus beau. Mais il y a des cercles qui sont plus parfaits que d'autres. Comme il y a des êtres humains qui sont plus parfaits que d'autres. Comment ça? Parce que comme il y a des cercles qui sont plus proches de l'idée du cercle, qui sont des vrais cercles et des beaux cercles, il y a des êtres humains qui sont plus proches de l'idée d'humanité, qui sont des plus vrais êtres humains, puis des plus beaux êtres humains, des meilleurs êtres humains. Bon, je vais les enlever. Goodbye les cercles. La participation à l'idée, c'est le fait de se rapprocher le plus possible de notre idéal. L'être humain, le sens de sa vie, c'est d'essayer de participer le plus possible à l'idée de justice. Et donc de connaître le plus le bien, parce qu'on ne connaît le bien que lorsqu'on participe à l'idée de justice. C'est la seule façon de connaître le bien. On ne peut pas connaître le bien sans être bien. On ne peut pas être bien sans participer à l'idée de justice. Voyez-vous qu'il y a un argument là, avec deux liens là? Bon. C'est quoi la justice? Là, ces versions de la justice, là, allez pas me dire que c'est Platon qui dit ça. C'est des versions de la justice qu'il y avait à son époque et qui va discuter Platon. Platon, il discute de ces idées-là. Il y avait la première, chacun reçoit son dû selon son mérite et selon sa fonction. C'est une idée de justice qui est quand même assez importante. Là, Platon dit, ouais, mais là, il faudrait savoir qu'est-ce qui mérite, c'est quoi les fonctions dans la société, puis dans l'âme humaine, etc. Parce qu'on va voir que pour Platon, la justice, là, c'est une idée qu'on retrouve à la fois dans la cité, donc on pourrait dire dans la société, et dans l'âme. Par exemple, on peut dire de quelqu'un qui a une âme juste, une personne juste, puis on peut dire qu'il y a des lois qui sont justes, qu'une société a des lois justes. Et ce sera, on va le voir, la même idée. Il y a une seule idée de justice, puis c'est la même. Fait que se gouverner soi-même, c'est d'établir en soi des règles justes à l'intérieur de soi. Puis avoir un gouvernement juste dans la société, c'est d'établir des règles justes dans la société. Puis qu'est-ce que ça va être, des règles justes? Ben, ça va impliquer que chacun reçoit son dû. Mais c'est quoi le dû? C'est quoi les fonctions? Là, ça va être à définir. Chacun reste à sa place et agit correctement selon sa fonction dans la société, même affaire. Platon, il ne dit pas que c'est faux, ça. Il dit, ouais, mais c'est quoi les fonctions? Puis c'est quoi les fonctions dans l'âme? Etc. Le droit d'exercer sa force du plus fort sur le plus faible. Ouais, c'est quoi qui est le plus fort? Qui a la force? Là? Quelle force on parle? Platon va dire, là, la force ici, il faut que ça soit la raison. Il ne faut pas que ça soit la force brute. OK? Ceux qui respectent la loi. Ouais, mais c'est quoi la loi? La loi est-elle juste elle-même? Vous voyez, c'est toutes des questions que Platon pose. Ce qui est conforme à un contrat socialement accepté. C'est aussi considéré juste. Ouais, mais est-ce que le contrat lui-même est juste? C'est une question que Platon pose. Et il va arriver avec une conception de la justice qui est la suivante. La justice, c'est une relation harmonieuse entre divers éléments qui composent tant l'âme que la cité. Une société juste, première des choses, c'est une société harmonieuse. Une âme juste, première des choses, c'est une âme harmonieuse, où il règne l'harmonie. Okay? L'harmonie entre divers éléments qui sont toujours présents et dans l'âme et dans la société. Quels sont ces éléments? L'élément concupiscible, qu'on pourrait dire les désirs. L'élément désirant, l'élément qui est appétitif. Ça, dans la société, ça va être comme le peuple. Okay? Les travailleurs, les producteurs. Okay? L'élément irascible,
Ça, c'est l'élément qui est lié, non pas au ventre, parce que l'élément concupiscible dans l'être humain, il est au ventre, au cœur. On pourrait appeler la volonté. Okay? C'est l'élément guerrier. Dans la société, ça va être les gardiens, donc ça va être, on pourrait dire, l'armée et la police. Et en chacun, il faut que, je vous l'ai dit, il faut qu'il y ait un guerrier qui naisse. Il faut qu'on ait comme une armée intérieure, si on peut dire, pour avoir un bon gouvernement. Et l'élément rationnel, ça, c'est la raison. Donc, dans une société juste, ben, les lois sont rationnelles. Le gouvernement, il agit en fonction de la raison. Il gouverne en fonction de la raison. Et dans l'âme juste, il va falloir aussi qu'on se gouverne soi-même en fonction de la raison. Okay? Le bonheur, qu'est-ce que c'est? Ce qui donne un sens à la vie, pour Platon, c'est le bonheur. Le bonheur, c'est l'état de plénitude qui va découler de la participation de notre âme à l'idée de justice. Okay? Fait que cette harmonie-là. La justice est une relation harmonieuse dans l'âme. Okay? Lorsque cette relation harmonieuse-là est établie dans l'âme, la personne est juste et elle va avoir des comportements justes. Si la personne crée une injustice, c'est parce que son âme n'est pas juste. Elle n'est pas conforme à l'idée de justice. Okay? La justice, c'est la finalité qui va donner un sens à notre vie. C'est la qualité la plus essentielle et la plus complète. Si on voyait l'âme, on pourrait dire dans sa nudité et dans sa pureté, on verrait la justice. Et c'est vers là qu'on doit cheminer chaque être humain pour connaître le bien, pour être heureux. Puis c'est comme ça, on ne peut pas juste être juste en soi sans travailler pour la justice dans le monde autour de soi aussi. Et c'est pour ça que la vie de Platon est une vie qui a été beaucoup dédiée à la justice. Comment devenir juste? C'est quoi être juste? Ben, il faut que nos trois éléments travaillent en harmonie. Comment c'est possible? Okay? Il va falloir que chacun agisse selon une vertu propre puis reste dans sa zone. Par exemple, premièrement, si on regarde l'élément rationnel, ça c'est la raison. La raison, elle doit être associée, la raison doit être sage. Pour qu'une personne soit juste, la raison doit être sage, c'est-à-dire doit agir avec sagesse. Elle doit gouverner avec sagesse et elle doit connaître le bien. Donc, il faut cheminer vers la connaissance du bien. Okay? Ça, c'est le philosophe, la philosophie qui nous permet de faire ça. Okay? Je vous ai parlé de l'allégorie de la caverne tout à l'heure. L'allégorie de la caverne, c'est comment l'être humain se détourne de ses sens. Au début, on était dans une caverne, on regardait des ombres, puis on pensait que c'était la réalité. Là, il y en a un, le philosophe, qui se détache, il sort péniblement de la caverne, et là, wow, ses yeux ne sont pas habitués. Il s'est retourné vers l'intelligence. Là, c'est dur au début, la philosophie, on ne voit pas clair. Tranquillement, il commence à discerner les reflets, les êtres à la lumière, finalement, le bien, qui est le soleil. Le soleil, c'est comme le bien. C'est ce qui fait croître tout ce qui est, ce qui donne la possibilité aux yeux de voir. Donc, les yeux sont comme l'intelligence, on peut dire. Le bien, c'est ce qui nous permet de comprendre, chez Platon, l'être. Et donc, connaître le bien, c'est d'abord... Mais la connaissance du bien, elle doit se manifester. Elle est impossible si l'âme n'est pas déjà pas mal juste. Et la justice exige aussi le courage. Le courage d'être soi. Le courage de ne pas céder au tyran des désirs. Pourquoi? Parce qu'ici, on a des désirs aussi. Et c'est souvent les désirs qui mettent le désordre dans l'âme. Désir, entre autres, de richesse, de pouvoir, excusez-moi, j'écris pas très bien, et de plaisir. Souvent, en voulant du plaisir, tout à coup, on ne gouverne plus par la raison. C'est le plaisir qui gouverne. C'est le désir le plus fort qui décide. Ça ne devrait pas être comme ça dans l'âme humaine. On devrait savoir qui commande. Qui doit commander, c'est la raison. Okay? Si la raison commande conformément à la connaissance du bien, elle va faire des actes courageux. Mais il faut avoir un guerrier parce que souvent, prenez par exemple quelqu'un qui prend de la drogue, il veut avoir du plaisir. Tout à coup, tout est axé sur la recherche du plaisir. Et là, il ne se gouverne plus lui-même. Il y a des gens qui vont, par exemple, au casino, ils se mettent des couches pour ne pas lâcher leur machine, mais ils ne se gouvernent plus très bien. Là. Okay? La richesse peut nous faire perdre notre bonheur. Si toutes nos actions ne visent que la richesse, nous allons être malheureux.
Il vaut mieux ne pas être riche pour Platon. Okay? Pourquoi? Parce que la richesse, la recherche excessive de richesse nous rend injustes envers les autres, souvent, mais envers nous-mêmes, envers d'autres dimensions de notre âme qui sont beaucoup plus importantes. Hein, la connaissance, par exemple. La connaissance du beau, la volonté d'être bien, le bonheur. Le bonheur vaut plus que la richesse. Platon, il ne dit pas qu'il ne faut pas avoir de richesse, il faut vivre pauvre. Il faut être tempérant. La tempérance, là, je vais enlever tout ça. Parce que... La tempérance, c'est quoi? C'est être modéré. Rechercher la richesse modérément, de façon rationnelle. Rechercher le pouvoir de la cité ou l'apparence, la gloire. Il faut savoir que chez les Grecs, c'est la gloire, le prestige est lié au pouvoir. Être un politicien, ça donne beaucoup de prestige. Être quelqu'un dans le regard de l'autre. Hey. Il y a tellement de gens qui deviennent injustes pour ça. Je veux dire, c'est comme leur but dans la vie, c'est d'être estimé des autres. Hein? La reconnaissance, l'honneur. Ce que les Grecs appelaient l'honneur. Chercher l'honneur. Ah oui, c'est correct, modérément, mais jamais plus que la justice. Il faut être courageux dans la vie, courage d'être soi, courage de s'affirmer, courage d'être conforme à nos valeurs, courage de rechercher le bien, courage de ne pas laisser des tyrans intérieurs nous dominer, puis courage d'établir la justice à l'extérieur de nous. Parce que des fois, la vérité, puis le bien, ça l'exige des actes courageux. Ça l'exige de dire « Non, ça je ne veux pas ». L'éthique commence souvent comme ça. Ça, je ne tolère pas. Ça, je refuse. On met des limites. C'est injuste, je ne le veux pas. Dire non. L'objectif de l'éducation, c'est de rendre les âmes justes. Seuls les justes peuvent connaître Dieu, peuvent connaître le bien. Pourquoi? Parce qu'il faut être... Non, ça marche plus. Il faut connaître la justice. Il faut être juste pour être proche de notre propre idée, notre propre idéal. Et là, quand on est juste, on connaît l'harmonie. L'harmonie, c'est une expérience. L'harmonie de l'âme, c'est une expérience. On devient l'ami de soi-même. On n'a plus de division intérieure. On est amis de notre raison et nos désirs, nos multiples désirs, ils sont en harmonie. Ouais. En harmonie. Et donc, on est bien. On n'est pas dans la souffrance. On est dans l'harmonie. L'harmonie intérieure. Toutes les dimensions de nous-mêmes. Et c'est comme ça, en étant en harmonie avec nous-mêmes, dans la justice, qu'on va être aussi une personne juste avec les autres et qu'on va être en harmonie avec les autres. Puis, on va être en harmonie avec le cosmos en entier. Pourquoi? Parce qu'on va être conforme à notre idéal, puis on va connaître le bien, on va connaître Dieu. Donc, vous voyez que Platon essaie de remplacer un peu... En tout cas, il propose presque une religion, et ça a beaucoup inspiré les chrétiens. Les chrétiens ont repris Platon en grande partie là, pour leur théologie. Là. Bon. Pourquoi? Parce que, en réalité, Dieu se révèle au juste. Oh, c'est une façon de dire ça. Si tu veux connaître le bien par expérience, c'est pas intellectuel, j'ai mes opinions, tes opinions. Non. Oublie ça. Fais de ton âme un temple de justice, là. Puis tu vas connaître une harmonie. Puis si tu connais cette harmonie-là, tu ne voudras pas autre chose. Tu ne souffriras plus. Tu vas sentir la beauté cosmique à l'intérieur de toi. Tu vas être capable d'apprécier le monde. Je vous dis, c'est ce qu'il dit Platon, là. C'est vrai. C'est quelque part. Bon. En tout cas, c'est possible. Il faut le vivre. Il faut le faire. Ça prend du temps. Chacun, on a des désirs, des fois, qui veulent s'ériger en tyran, nous gouverner nous-mêmes. Puis on perd notre liberté. Être libre, c'est se gouverner soi-même, mais à l'aide de la raison. On ne va pas laisser nos désirs décider à notre place. Nos désirs, on en a plein de désirs. Il faut les écouter. Il faut les satisfaire de façon tempérante. C'est pas de dire comme moi, je me flagelle tous les matins parce que mes désirs, je ne veux pas. Non, mais quand même. Il ne faut pas les laisser On ne peut pas être gouverné par notre paresse. On ne peut pas être gouverné par nos tendances, par notre recherche de plaisir. Moi, j'aime ça, boire du vin. Mais si je suis gouverné par mon désir de boire du vin, il va devenir un alcoolique, ça ne sera pas long, là. Hein? Bon.
On y va, il reste deux. Là, bah. L'âme et la cité juste. Une âme royale, c'est une âme où le bien s'est comme installé dans la raison. L'être humain connaît le bien par expérience. Puis il s'est installé à travers ça dans toute l'âme. Fait que c'est comme si Dieu, qui est le bien, et le beau et le vrai, habite l'âme royale, qui est l'âme philosophique. Et donc l'âme devient une âme royale, qui est, comme on pourrait dire, auréolée par le bien. Okay? Et c'est la figure du sage. La philosophie mène à la sagesse, mais quand on est dans la sagesse, on dépasse la philosophie, d'une certaine façon. Okay? C'est-à-dire qu'on devient en connexion avec l'univers. Vous dites, wow, ça va pas d'allure, ça va ça. Oui. Pourquoi Platon a inspiré du monde partout? Pourquoi la spiritualité humaine se rejoint dans des théories comme ça? C'est parce qu'il y a tellement d'êtres humains qui témoignent de la vérité de ce que Platon dit. Après, vous y adhérez ou vous y adhérez pas, ça c'est votre opinion. Mais dire que c'est juste une opinion, non. C'est une opinion discutable. On va la discuter. Là, je vous présente Platon en essayant de vous convaincre. On va la discuter. Quand on va voir Aristote va critiquer Platon, puis l'Épicure va critiquer Platon aussi pour plusieurs choses. Proposer d'autres sagesses. Il y a plusieurs sortes de sagesse. Mais ça, c'en est une très importante. La cité idéale. Parce que là, Platon, c'est un penseur politique. Là, nous autres, on a vu la tripartition de l'âme. Mais tu sais, Platon, là, son œuvre, il a parlé de tout, Platon. Là, je veux dire, c'est une œuvre entière de philosophie. Je veux dire, on ne voit pas Platon dans son entièreté. Là. C'est une introduction très brève à une petite partie de la pensée de Platon. Mais je vais parler un petit peu de la société juste. La cité juste, elle doit... ça devrait être une monarchie constitutionnelle, comme au Canada, avec un roi. Mais le roi, contrairement au Canada, ça ressemble plus à un système présidentiel, c'est une république. Parce que le roi, il est nommé... c'est pas un passage de père en fils. Grosse affaire, ça. Mais lui, il appelait ça une monarchie parce que, dans le fond, c'est comme un président, le roi, dans le fond, un peu comme aux États-Unis, si on peut dire. Donc, aux États-Unis, présentement, on ne peut pas dire qu'on a un philosophe roi. Non, on a un tyran. Et ça, c'est depuis très longtemps. Platon avait déjà vu que la démocratie, son danger, c'était de virer en douce tyrannie. C'est connu, c'est très connu. Mais la cité juste doit d'abord favoriser la justice des citoyens. L'objectif des lois, c'est de rendre les êtres humains heureux. C'est ça l'objectif que devraient poursuivre les lois. Et pour les rendre heureux, il faut les rendre justes. Et donc, on devrait, dans la société, interdire ou condamner tout ce qui est susceptible de nourrir les tyrans de l'âme. Par exemple, l'idolâtrie, avoir des idoles, la richesse excessive. Valoriser la richesse excessive dans une société, c'est la meilleure façon de rendre les gens malheureux. Regardez dans notre société, on n'est pas si heureux que ça, puis on valorise beaucoup la richesse. Pourquoi? Les gens ils pensent qu'ils vont être heureux s'ils sont super riches, puis non, ils ne sont pas plus. Puis même quand on examine scientifiquement cette question-là, les gens heureux, eux-mêmes, les gens très riches, eux-mêmes ne se disent pas plus heureux. Donc, vous voyez toute l'illusion on pourrait dire qu'on maintient dans nos sociétés. Les discours mensongers devraient être interdits, les discours qui finalement ne visent pas à dire la vérité, mais visent à manipuler. Et l'inégalité excessive, comme dans nos sociétés. On voit, il y a tellement d'inégalités dans nos sociétés qu'à un moment donné, les gens, ils vivent dans l'envie, fait que ça nourrit leur rancune, personne n'est satisfait, puis la société n'est pas en harmonie. Comme l'âme n'est pas en harmonie, si tu ne satisfais jamais tes désirs, ton âme ne sera pas en harmonie. Si tu satisfais uniquement un désir, ton âme ne sera pas en harmonie. Il faut qu'il y ait une justice. Il faut être capable de reconnaître ce qui a de la valeur, puis donner à chaque désir, à chaque tendance, sa juste place dans la globalité de l'humain. Puis l'humain, il y a des tendances rationnelles, il y a des tendances aristocratiques, irascibles. Il est capable de colère. Il y a un guerrier en lui. Puis ce guerrier-là, il doit trouver sa place. Il doit maintenir l'harmonie de l'âme. Il doit savoir pourquoi il doit se battre, ce guerrier-là. Puis il y a les désirs. Puis là, les désirs, ils sont multiples. Finalement, juste quelques cas rapidement intéressants sur le plan politique. On ne parle plus de l'âme, mais politique. Il y avait une politique de censure chez Platon. Il y a beaucoup de débats là, sur la censure chez Platon.
Pourquoi? Parce que, justement, il veut contrôler les désirs, les discours, surtout chez les enfants. Platon va dire, si on apprend aux enfants que les dieux sont comme dans la mythologie grecque, là, ils ont des désirs, ils se vengent, sont méchants, sont cruels, sont ci, sont ça, ben c'est pas vraiment les aider. Là. Donc ça nous prend vraiment des discours, surtout pour les jeunes enfants, jusqu'à temps que leur raison soit réglée, qui leur montre les bonnes valeurs, la vérité, etc., qui leur apprend à faire preuve de discernement. Discernement. Beaucoup de monde qui manque de discernement. Parmi vous, je suis sûr qu'il y en a plein. Vous faites partie de la société. Dans la société, beaucoup de gens qui manquent de discernement. C'est-à-dire qu'ils sont crédules, ils croient n'importe quoi. Ou... Ils adhèrent à des croyances sans preuve, gratuitement. Enfin, en tout cas. Égalité de droits relative entre les hommes et les femmes. Ben, ça aussi... C'est une grande avancée à l'époque, Platon fait rire de lui. Là. Bon, en tout cas. Mais pour lui, pour Platon, ce qui est essentiel dans l'être humain, c'est pas le corps, c'est l'âme. Donc l'âme de la femme, elle fait partie de la même idée que celle d'humanité. Donc elle a la raison, elle a du courage au cœur, donc elle peut être dans l'armée. Platon fait rire de lui, là, ça, là, dans ses contemporains, des femmes dans l'armée. Là. Oh, oh, oh. Et elle a des désirs, puis elle aussi, elle participe à la même idée de justice, puis elle aussi peut connaître le bien, puis elle pourrait même être reine. Ça l'a pas passé, ça. Non, à l'époque de Platon, là, non. Bon. Charge et avantages donnés selon le mérite et non la naissance. Seigneur, ça, là. Pour une société juste. Mobilité accrue dans les classes sociales, c'est-à-dire que c'est ton mérite qui décide ta place future dans la société, fait qu'il faut que tu aies une égalité des chances. C'est intéressant. On n'a pas ça encore aujourd'hui. Là. Impossibilité pour les gouvernants d'accumuler des fortunes personnelles pendant qu'ils sont dans la gouvernance. Ça évite la corruption. Platon était bien au courant que le pouvoir corrompait. Non, c'est pas fait que... Distribution égalitaire des richesses et des honneurs. Il faut que les citoyens, pour être en harmonie les uns avec les autres, il faut qu'il y ait l'impression que c'est relativement égal. C'est une distribution relativement égalitaire. Puis l'éducation publique et communautaire des enfants. C'est extraordinaire là, qu'il ait pensé à ça, là, de tous les enfants de la cité, etc., pour avoir des sociétés justes. Donc ça, c'est des éléments bien intéressants là, qui sont encore pertinents sur la société juste, qui peuvent encore nous inspirer aujourd'hui. Nous, on a surtout parlé du sens de la vie individuelle. Mais pour Platon, être juste, ben, c'est aussi travailler pour la justice dans le monde. Tu peux pas dire je suis juste, mais être injuste puis voler. Là, ça marche pas. Si tu voles autrui ou tu prends plus que ton mérite, ce que tu mérites, c'est parce que dans la réalité, c'est que tu es gouverné par des désirs, puis tu n'es pas gouverné par ta raison. Puis ça va te mettre un désabalancement en toi. Tu ne donneras pas la juste place à chaque tendance, puis tu ne connaîtras pas l'harmonie intérieure. Puis si tu ne connais pas la justice dans toute ton âme, tu ne pourras pas non plus connaître le bien. Puis si jamais tu es juste, selon Platon, s'il y a une vie après la mort, et Platon croit qu'il y en a une, je vous ai dit pourquoi tantôt, les dieux vont juger l'âme sur la justice. Parce que tous les actes injustes créent des marques dans l'âme. Et si tu as une vie bonne dans cette vie, une vie juste, tu corresponds à l'idée de justice, tu vas être heureux en cette vie, parce que tu vas connaître l'harmonie et le bien, tu ne souffriras plus comme les êtres humains, ils souffrent tellement dans la vie. Fait que tu vas être heureux en cette vie, tu vas connaître la plénitude du bien, du beau, du vrai, tu vas être capable d'apprécier la vie dans ce qu'elle est et en ce qu'elle est belle et vraie et bonne. Tu vas avoir un bon comportement. Tu vas craindre plus le mal que la mort, parce que tu vas te dire, si mon âme devient injuste, ça peut avoir des conséquences aussi après ma mort. Il y a des gens qui ont une certitude un petit peu trop rapide, là, qu'il n'y a rien après la mort. On ne sait pas, là. Vous ne savez pas s'il n'y a rien après la mort. Tu sais, je veux dire, rien de sûr, là. C'est pas grave, moi, vivre ma vie comme je veux, je vais faire n'importe quoi, puis à la mort, de toute façon, il n'y a rien. Ben, pas sûr. T'es pas sûr, tu sais pas ce que tu sais pas, là. Tu sais pas que tu le sais pas qu'il n'y a rien. Si tu le sais pas, t'es peut-être mieux d'être prudent. Peut-être. Tu peux être juste. Puis s'il y a un jugement, parce que Platon croit qu'il y a une forme de jugement, là, c'est pas exactement le jugement chrétien, là, le paradis, tout ça, là, c'est plus compliqué que ça. Mais il y a une forme de jugement. Si ton âme est juste, elle est récompensée, si on peut dire. Elle est aimée des dieux. Les dieux aiment les âmes justes parce qu'ils sont proches de l'âme même des dieux.
Ils sont proches de l'immortalité, de l'éternité. Parce que c'est quoi qui donne l'éternité? C'est les idées. Si tu te rapproches de l'idée de justice à l'intérieur de toi, puis du bien, t'es heureux. T'es proche de l'éternel. Ta vie a une saveur d'éternité. J'espère que ce cours sur Platon a su vous inspirer. C'est un cours un peu long. Vous pouvez l'écouter, j'imagine que vous l'avez peut-être écouté en 2 fois. Mais c'est un cours important. Je l'ai décidé de le faire tout d'un coup parce que je sais que vous pouvez le mettre sur pause. Vous pouvez le réécouter aussi s'il y a des choses que vous avez moins bien compris. Lisez bien votre chapitre sur Platon. Et j'espère que Platon saura vous inspirer dans la vie autant qu'il m'a inspiré moi. Alors, bonne journée et à la prochaine.